Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce 16e point presse de l'année 2021. Merci à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux du ministère des Armées et notamment sur la chaîne YouTube. Nous avons aujourd'hui un point presse consacré à l'implication du ministère des Armées dans la gestion de la crise Covid. Et nous aurons donc tout à l'heure un focus thématique avec monsieur le médecin-chef des services Lantéry et le colonel chef de corps du 12e régiment de cuirassiers. Je vais commencer par les points d'actualité du ministère des Armées avant de présenter l'agenda des deux ministres. Alors nous avons 7 points d'actualité aujourd'hui. Le premier concerne la livraison du 250e véhicule Griffon à l'armée de terre. Ce 250e véhicule fait partie d'un lot de 20 véhicules qui est destiné à la 13e DBLE dans le Larzac. La 13e DBLE sera donc le 5e régiment de l'armée de terre à être doté de véhicules Griffon, après le 21e régiment d'infanterie de marine, le 3e régiment d'infanterie de marine, le 1er régiment d'infanterie et le 13e bataillon de chasseurs alpins. Ces 20 véhicules sont tous réceptionnés par le 1er régiment de chasseurs d'Afrique qui est basé à Canjuers, qui est le centre unique de l'armée de terre pour la réception, la vérification des Griffons, ainsi que la formation à la fois des instructeurs et à la fois des primo-pilotes de l'armée de terre. Une centaine d'instructeurs ont ainsi été formés depuis 12 mois par le 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Quelques chiffres clés sur les véhicules Griffon dont la livraison est prévue au titre de la loi de programmation militaire. En 2021, 157 véhicules Griffon seront livrés. Ces 157 véhicules correspondent d'une part aux 119 véhicules qui étaient prévus d'être livrés au titre de la loi de programmation militaire, et d'autre part à 38 véhicules qui étaient des retards de livraison de l'année 2020 suite à la crise Covid, retard qui a été rattrapé au mois de février de cette année. Fin 2021, l'armée de terre sera donc dotée de 339 Griffons, en comptant les livraisons de 2019 et de 2020, pour un total de 1872 Griffons à terminaison en 2033. Donc, je vous rappelle ce qu'est le Griffon. Le Griffon est un véhicule blindé, multirôle, de 25 tonnes, avec 6 roues motrices, qui a vocation à remplacer le véhicule de l'avant blindé. Ce véhicule Griffon est disponible en 4 versions. Une version transport de troupes, une version poste de commandement, une version évacuation sanitaire et une version observation pour l'artillerie. Au plan industriel, je rappelle que le programme Scorpion, dont le véhicule Griffon est une partie, irrigue absolument toute la base industrielle et technologique de défense terrestre. Ce projet est porté par 3 grands maîtres d'œuvre industriels que sont Nexter, Thales et Arcus. Et ce programme, en tout cas pour la partie Griffon et Jaguar, représente 2000 emplois directs hautement qualifiés. Au plan opérationnel, les véhicules Griffon seront déployés au sein d'un sous-groupement tactique interarmes au Mali cet été, conformément à la loi de programmation militaire, avec 32 blindés Griffon déployés. Si vous souhaitez en savoir plus, mesdames et messieurs les journalistes, j'ai le plaisir de vous informer que l'armée de terre peut vous accueillir à Canjuers le 26 ou le 27 mai prochain pour vous instruire et vous édifier sur le cycle de réception des véhicules Griffon par le 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Les inscriptions sont à faire par le CIRPA, en lien avec le CIRPATER. Deuxième point d'actualité, les lauréats du prix de l'audace, qui seront connus le 19 mai. Le prix de l'audace est un prix qui existe au ministère des Armées depuis 1992 et qui, tous les 2 ans, distingue les personnels du ministère les plus audacieux, les plus inventifs, les plus innovants. Personnels du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale. C'est un prix qui est financé par la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, 2 500 € pour chacun des projets primés. Et le jury comporte 7 personnalités de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et 7 membres qui représentent l'état-major des armées, les 3 armées, la DGA, le SGA et la gendarmerie. Évidemment, à travers ce prix, c'est un coup de projecteur qui est donné à la démarche d'innovation participative qui est promue au sein du ministère des Armées. Pour l'édition 2020, donc, dont les lauréats sont connus en 2021 pour les raisons que j'ai expliquées, une vingtaine de projets a été présenté qui couvrent des champs extrêmement larges. Par exemple, le champ de la protection, avec le développement d'une bouteille d'oxygène de très petite dimension et donc ultra légère, destinée aux forces spéciales pour avoir accès à de l'oxygène directement sur le terrain. Dans le domaine de la simulation, avec un laboratoire de simulation de vol militaire qui a été mis au point à base de Serious Games.
donc des jeux qui ont une vocation d'instruction. Dans le domaine de l'engagement, avec par exemple des drones indoor pour investiguer une scène de crime sans la déranger et sans s'y rendre physiquement. Donc ça, c'est de la part de la Gendarmerie nationale. Dans le domaine des systèmes d'information, avec le développement d'un tableau de bord spatial qui avait été présenté au président de la République et à la ministre des Armées récemment, ou encore dans le domaine de l'entraînement, avec le développement d'une station sportive nomade, concrètement des agrès qu'on peut monter facilement sur le théâtre d'opération. Du fait de la crise sanitaire, cette 14e édition du Prix de l'Audace n'avait donc pas pu avoir lieu en mai 2020. Cette cérémonie aura lieu le 19 mai prochain. Elle sera présidée par la ministre des Armées qui remettra ces prix. Troisième point d'actualité, une innovation portée par la DGA qui s'appelle SYSCO. SYSCO étant l'acronyme de système de peinture sec collé sur substrat métallique ou composite. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? On parle de peinture sèche pour les réparations des peintures d'aéronefs. Aujourd'hui, quand il s'agit de réparer une peinture d'aéronef, il y a un processus bien maîtrisé, mais un peu long, qui est mis en place avec un passage en cabine de peinture, avec un temps de séchage qui varie entre 4 et 10 heures. Et pendant que vous faites ça, vous ne pouvez pas faire autre chose en parallèle, comme des maintenances mécaniques, par exemple. Donc l'avantage de ce patch qu'on vient appliquer sur la livrée de l'aéronef, on le comprend aisément, c'est d'être rapide et de permettre des travaux en parallèle sur d'autres domaines. C'est un projet qui est porté donc, par la Direction générale de l'armement via le dispositif RAPIDE, régime d'appui aux PME pour l'innovation duale. Évidemment, ce type de peinture sèche est qualifié en termes de durabilité, en termes de tenue à la corrosion, de tenue aux ultraviolets, par exemple. Et ce patch de peinture a été développé par une société française qui s'appelle Corso Magenta, en partenariat avec le Centre d'essais et d'expertise DGA Technique Aéronautique de la Direction générale de l'armement. Évidemment, un projet soutenu par l'Agence de l'innovation de défense. Ce patch, donc ce produit dont le nom industriel est Corso Patch Aircraft, est en train d'être qualifié par l'Agence européenne de sécurité aérienne, est en train d'être certifié et pourra donc servir pour des réparations militaires, mais aussi pour des réparations civiles. Et c'est bien l'objectif de ces projets rapides, c'est de pouvoir irriguer notre économie de défense, mais aussi économie privée civile. Alors, maintenant, un petit focus, à peu près 3 ans après le lancement par la ministre des Armées du plan Action PME, sur ce en quoi a consisté concrètement, depuis 36 mois, le plan Action PME. Ce plan Action PME, je le rappelle, il avait vocation de faciliter l'accès de nos PME à la commande publique, de faire grandir nos entreprises, de les sécuriser. Donc, je vous propose tout de suite de voir une petite synthèse en vidéo de 2 minutes. Le ministère des Armées est le premier acteur de la commande publique de l'État. À l'heure actuelle, il travaille avec 26 000 PME et ETI, pour un montant d'achat de 5 milliards d'euros en 2019. Des milliers d'autres entreprises sont susceptibles de l'intéresser, qu'elles soient au service du soutien des forces, de l'innovation ou de l'armement. PME, le ministère des Armées a besoin de vous pour améliorer sans cesse les performances et le soutien des forces. Pour cela, il facilite l'accès au marché de défense en simplifiant son organisation. Il vous informe dorénavant sur les marchés et les procédures via le portail d'achat ou le numéro de hotline et des rencontres en région. PME d'intérêt, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individualisé. Pour votre croissance, vous pouvez aussi bénéficier d'aides financières soutenues par le ministère des Armées pour vos démarches à l'export, vos démarches commerciales et votre développement industriel. En cas de difficultés contractuelles, le ministère dispose d'interlocuteurs chargés de vous accompagner dans son règlement. Et pour certains cas plus complexes, il dispose d'une médiation. Le ministère des Armées participe à votre développement en vous facilitant l'accès aux fonds européens de défense et en vous accompagnant dans vos démarches à l'exportation. Le label utilisé par les armées françaises peut vous être délivré par le ministère des Armées. Si vous avez une innovation, elle peut être détectée par le ministère des Armées et accompagnée par l'Agence de l'innovation de défense. Cette agence est résolument ouverte sur l'innovation civile. Saisissez votre chance. Votre savoir-faire est précieux pour le ministère des Armées. Il vous aide à le protéger en vous accompagnant dans une démarche de sécurisation de vos données et en défendant votre propriété intellectuelle. Le ministère des Armées est à votre écoute. N'hésitez pas à le contacter.
Voilà, je rappelle que la ministre des Armées avait mis en exergue toutes ses actions au titre du plan Action PME lors de son récent déplacement au sein de l'entreprise Télérad, dans le cadre du développement de bouées acoustiques, entreprise Télérad qui avait été la première à bénéficier de ce label utilisé par les armées françaises. 5e point d'actualité cette semaine, le retour sur Terre des restes d'une fusée chinoise. Vous savez sans doute que dans les missions du commandement de l'espace, il y a le suivi des objets spatiaux, afin que les pouvoirs publics puissent alerter les populations en cas de danger. C'est au titre de cette mission que les aviateurs du Cosmos, le Cosmos qui est le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux, qui est situé sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun, eh bien, ces aviateurs du Cosmos ont suivi la trajectoire des restes d'une fusée chinoise, une fusée Longue Marche 5B, qui avait été lancée le 29 avril et qui était destinée à mettre en orbite le premier module de la station spatiale chinoise, Tiangong. La séparation de l'étage de propulsion a généré un objet inerte de 20 tonnes et de 30 mètres, qui s'est retrouvé dans l'espace avant d'entamer une descente dans les couches atmosphériques, pour finalement s'abîmer au sud de la péninsule arabique dans la nuit du 8 au 9 mai. C'est l'ensemble des moyens techniques et humains du commandement de l'espace qui ont concouru au suivi et à la trajectographie de ce débris afin d'alerter, le cas échéant, les pouvoirs publics en cas de risque pour la population. Depuis sa création par la ministre des Armées Florence Parly, le 3 septembre 2019, 50 rentrées atmosphériques ont été suivies par le commandement de l'espace, en lien avec le CNES, en s'appuyant notamment sur les radars Grave et SATAM. Et parmi ces 50 retombées atmosphériques, 25 concernaient des étages de fusées chinoises. 6e point d'actualité, l'organisation par l'état-major des armées d'un colloque dédié au général Ayret. Le général Ayret est un des pères de la dissuasion nucléaire française et a été le premier chef d'état-major des armées de la Ve République. Ce colloque aura lieu le 20 mai 2021 dans l'enceinte de l'école militaire. C'est un colloque qui est organisé par l'Institut de stratégie comparée, avec l'appui de la direction de l'enseignement militaire supérieur. Et donc le sujet de ce colloque sera l'œuvre et l'héritage du général Ayret, qui était polytechnicien, résistant, ancien déporté, qui a initié le développement des forces nucléaires françaises et qui a réfléchi à la façon dont l'art de la guerre en France devait s'adapter à l'introduction de l'arme nucléaire. Ce colloque sera ouvert par le général Bintéja, ancien chef d'état-major des armées de 2002 à 2006, avec le professeur Soutou, qui est membre de l'Institut et directeur de l'Institut de stratégie comparée. Et ce colloque sera conclu par le général d'armée Lecointre, chef d'état-major des armées. Si vous souhaitez suivre ce colloque, vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 16 mai sur le site paris-école-militaire.fr. 7e et dernier point d'actualité, retour sur l'organisation d'un séminaire par l'armée de l'air et de l'espace à l'école de l'air sur les questions spatiales. Le nom de ce séminaire était l'Air Force Academy Space and Defense Seminar. Ce séminaire a eu lieu du 10 au 12 mai au profit des élèves officiers de l'école de l'air, totalement en anglais, avec des tables rondes, des conférences, des serious games, notamment une table ronde réunissant 4 personnalités du monde spatial, 4 spationautes célèbres, Madame Claudie Aigneret, Monsieur Jean-Pierre Aigneret, Monsieur Jean-Loup Chrétien et Monsieur Léopold Eyertz, ayant eux-mêmes, pour certains d'entre eux, passé un peu de temps sur les bancs de l'école de l'air. Ils ont participé à une table ronde sur la thématique du vol habité et de sa place dans la défense de l'espace. Ce séminaire a été conclu par le général Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Cet événement n'était pas franco-français, il a associé plusieurs pays partenaires, plusieurs académies de pays européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Royaume-Uni, mais aussi d'autres pays hors Union européenne comme l'Australie. Ce séminaire s'inscrit dans la formation de nos élèves officiers au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Il avait vocation à offrir une hauteur de vue et une perspective sur les questions spatiales, preuve concrète que, notamment, l'école de l'air s'insère pleinement dans la stratégie spatiale de défense. Une proportion croissante d'élèves intègre chaque année l'école de l'air pour y travailler sur les questions spatiales, questions sur lesquelles les besoins de l'armée de l'air et de l'espace sont évidemment croissants. Par ailleurs, l'école délivrera très rapidement des formations de niveau expert dans le domaine spatial pour des officiers et des personnels du ministère des Armées. Nous vous en reparlerons. Ce séminaire peut être visionné sur la chaîne YouTube de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà qui conclut les points d'actualité du ministère des Armées.
Très bien. Je passe maintenant à l'agenda de la ministre des Armées et de la ministre déléguée. Ce mercredi 12, la ministre des Armées aura un échange ce soir avec le président du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, M. Maurer. C'est l'occasion pour eux deux de souligner l'importance de l'application du droit international humanitaire sur tous les théâtres de crise. La semaine prochaine, lundi 17, la ministre débute la semaine avec un déplacement à Bourges sur le thème de la formation professionnelle. Elle visitera notamment les écoles militaires de Bourges, qui forment un pôle de référence pour la maintenance et la logistique de l'armée de terre. La ministre commencera sa journée par une visite au centre de formation de la Défense. Alors, le CFD, c'est en gros le centre de formation continue du ministère des Armées. Les domaines traités sont extrêmement variés, de l'électronique, de la mécanique, de la santé au travail, des systèmes d'information et de communication. Tous les ans, ce sont 40 000 personnels civils et militaires du ministère des Armées qui passent sur les bancs du centre de formation de la Défense. Par ailleurs, le CFD de Bourges est en charge de construire l'Académie du numérique, qui est l'outil de développement des compétences numériques au sein du ministère. Elle ira ensuite au Centre d'enseignement technique de l'armée de terre, le CETAT. Le CETAT a été créé en 2018 pour répondre à un besoin, celui de l'armée de terre, d'avoir des sous-officiers éminemment qualifiés en matière de maintenance aéronautique. Ce sont donc des formations à destination in fine de l'aviation légère de l'armée de terre. Nous recrutons et nous formons des jeunes âgés de 16 ans à 18 ans au métier de militaire et qui donc ont vocation à devenir sous-officiers au sein de la LAT. Les élèves, au cours de leur scolarité, passent plusieurs diplômes, un CAP aéronautique, un bac professionnel. Aujourd'hui, nous avons 90 jeunes en formation, 30 élèves par niveau, première, terminale et mention complémentaire. Depuis la création du CETAT, c'est 100% de réussite au bac, 85% de mention. Nous étendons notre offre de formation en ouvrant un nouveau cursus pour 30 nouveaux élèves à la rentrée prochaine. Ces jeunes ont un statut d'élèves de l'enseignement technique, ils sont nourris, logés, habillés et touchent une indemnité de 260 € par mois. La ministre profitera de ce déplacement pour se rendre dans les locaux d'une entreprise, Gatfin. Gatfin est une PME duale de 100 salariés qui a été créée en 1977. C'est notamment une entreprise sous-traitante de MBDA qui fabrique des pièces sur mesure complexes pour les secteurs de la défense donc, mais aussi de l'aéronautique et de l'énergie. À son retour à Paris, la ministre s'entretiendra avec le ministre délégué à la Défense tchadien. Ça sera l'occasion pour Madame Parly de rappeler le plein appui de la France au processus de transition démocratique engagé au Tchad après la mort du président Déby. L'occasion aussi de remercier ce pays partenaire pour les forces armées qui sont impliquées via le bataillon tchadien dans la zone des trois frontières dans la lutte contre le terrorisme. Enfin, la ministre des Armées recevra Madame Tall Sall, qui est la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. C'est une première pour Madame Sall de venir ainsi à l'hôtel de Brienne. Les deux ministres évoqueront la situation sécuritaire dans la région et réaffirmeront leur volonté commune de lutter contre le terrorisme en Afrique. Pour rappel, la coopération de défense qui unit la France et le Sénégal est très large. Évidemment, un échange d'informations et de renseignements sur la zone de la bande sahélo-saharienne et de l'Afrique de l'Ouest, sur la formation des forces sénégalaises et sur le soutien logistique de nos armées. Cette visite sera aussi l'occasion pour Madame Parly de rappeler le soutien de la France à l'organisation du Forum de Dakar sur la sécurité qui devrait se tenir à la fin de l'année 2021. Le lendemain, mardi 18, Madame Parly participera aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale avant de s'entretenir avec Madame de Montchalin, qui est la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Madame Parly rencontrera ensuite David Besley, qui est le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, c'est un organisme de l'ONU qui est chargé de l'assistance humanitaire et de l'aide alimentaire au profit notamment des populations qui vivent dans des zones de conflit. Ça sera un échange qui permettra d'aborder la situation sur les théâtres de crise où nous évoluons, notamment au Sahel, et d'évoquer les défis qui se posent pour l'accès humanitaire à ces zones. De son côté, la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, présidera une cérémonie à l'occasion du 70e anniversaire du début de la participation du bataillon français à l'ONU dans la guerre de Corée. Ce sera le mardi 18 mai, donc, à 10h30. La cérémonie sera retransmise en direct sur le site Chemin de Mémoire ainsi que sur la page Facebook du ministère des Armées. Le lendemain, mercredi 19, Madame Parly enchaînera un conseil de défense et un conseil des ministres. Elle présidera ensuite un comité exécutif consacré à l'innovation au ministère des Armées. Ensuite, elle remettra le prix de l'audace
à Ballard, prix de l'audace dont j'ai parlé dans les points d'actualité. Le mercredi 20 mai, la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, ouvrira à partir de 10 heures la 5e cérémonie de remise des trophées Héritiers de mémoire au Panthéon à Paris. Cette cérémonie est pour la première fois animée par des élèves, permettra de mettre en lumière la grande diversité des actions d'enseignement scolaire de défense qui sont menées et l'investissement des équipes pédagogiques en la matière. Pour la première fois, cette cérémonie sera retransmise en direct et pourra, elle aussi, être suivie sur les réseaux sociaux du ministère et sur le site Chemin de Mémoire. Juste avant, Madame Darrieussecq aura procédé à un dépôt de gerbes en hommage à Félix Eboué, grand résistant de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà qui conclut l'agenda des 2 ministres. Auriez-vous, mesdames et messieurs, des questions ? Bien, je passe maintenant au focus thématique du jour, qui est l'action du ministère des Armées dans la lutte contre le Covid. Vous vous souvenez que le président de la République avait annoncé le 16 mars 2020 que les armées allaient apporter leur concours dans la gestion de cette crise, à travers le déploiement d'équipes, de moyens sanitaires, pour participer à la gestion des patients les plus gravement atteints. Quelques jours plus tard, le ministère des Armées avait lancé l'opération Résilience, qui constitue la contribution du ministère des Armées à l'engagement interministériel contre le Covid-19. Alors aujourd'hui, nos armées s'intègrent dans un dispositif interministériel qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. Nos armées contribuent à la réponse gouvernementale sous la responsabilité des préfets, aux côtés des administrations civiles et des autres opérateurs concernés. L'opération Résilience agit aujourd'hui dans 3 domaines, le domaine logistique, le domaine sanitaire et le domaine de la vaccination. Dans le domaine logistique, on s'en souvient, on en a beaucoup parlé ici, il y a eu de nombreux transports de fret à destination des Outre-mer, des experts logistiques du ministère des Armées qui ont été affectés au ministère des Solidarités et de la Santé. Dans le domaine sanitaire, de nombreux patients atteints du Covid-19 ont été pris en charge dans nos hôpitaux d'instruction des armées. Nous avons transféré des patients en état de réanimation de certaines régions vers d'autres moins sollicitées. Nous avons déployé des éléments militaires de réanimation pour renforcer les structures hospitalières qui étaient le plus sous tension. Dans le domaine de la vaccination, le ministère des Armées fournit une contribution importante à la création des grands centres de vaccination selon 2 axes. D'une part, un axe purement militaire avec l'aménagement des HIA, que vous connaissez, Lavran à Marseille, Sainte-Anne à Toulon, Le Goest à Metz, Bégin à Saint-Mandé, Percy à Clamart, Robert Picquet à Bordeaux et Clermont-Tonnerre à Brest, avec un objectif de vaccination de 1000 personnes par jour. Ce flux étant évidemment dépendant des vaccins qui sont livrés sur chacune de ces emprises. Par ailleurs, des pôles militaires de vaccination ont d'ores et déjà ouvert sur le territoire métropolitain, à Olivet, nous allons en parler, à Dijon et à Mérignac. Pour ces pôles militaires de vaccination, je rappelle que les militaires assurent l'accueil, le filtrage, l'accompagnement des Français, mais également la direction et le soutien logistique, les actes de vaccination et les actes de santé en tant que tels étant assumés par des personnels qui ne sont pas du ministère des Armées. Nous avons annoncé ce matin l'ouverture d'un nouveau centre militaire de vaccination sur le site des écoles militaires de santé de Lyon-Bron. Ça sera donc le 11e centre de vaccination dans lequel le ministère des Armées est impliqué. Ce centre sera ouvert à partir du 15 mai de cette semaine. Je rappelle qu'en un mois, dans les 10 premiers centres ouverts, 118 000 Français ont reçu une dose de vaccin et que donc, en moyenne, nous administrons 6 500 doses de vaccin par jour. Voilà, j'ai maintenant le plaisir et l'honneur de passer la parole tout d'abord au médecin-chef des services Didier Lantéry. Merci beaucoup, monsieur le médecin-chef des services, d'être avec nous aujourd'hui, qui est adjoint au chef de la division opération du service de santé des armées. Et par la suite, ce sera le colonel Antoine Verlet, bonjour mon colonel, qui est le chef de corps du 12e régiment de cuirassés et qui, à ce titre, interviendra en tant que responsable du pôle militaire de vaccination d'Olivet. Monsieur le médecin-chef des services, je vous cède donc très respectueusement la parole. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Comme vous le savez, les forces armées disposent d'hôpitaux militaires que nous appelons les hôpitaux d'instruction des armées. Ces hôpitaux d'instruction des armées s'intègrent dans le réseau d'offres publiques de soins et c'est à ce titre qu'ils vaccinent depuis le 7 janvier ceux de leurs patients qui sont éligibles à la stratégie vaccinale gouvernementale. Mais depuis les 5 et 6 avril, à la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, les hôpitaux d'instruction des armées ont ouvert 7 grands centres de vaccination dans le cadre de l'opération Résilience sous le commandement des officiers généraux de zones de défense et de sécurité. À Paris, à Brest, à Metz, à Marseille, à Toulon et à Bordeaux.
Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de participer en complémentarité des moyens des autres services de l'État à l'accélération de la campagne de vaccination telle qu'elle a été voulue par le gouvernement. C'est dans ce cadre qu'à ce jour, dans ces centres militaires de vaccination, ont été administrées 92 000 doses vaccinales. Alors la montée en puissance de ces centres militaires est progressive. La cible à atteindre par chacun d'eux est la réalisation de 1000 vaccinations par jour, ce qui représente un objectif total de 50 000 doses par semaine. Il est important de préciser que l'approvisionnement en vaccins de ces centres militaires de vaccination est régulé par les agences régionales de santé. Ni les médecins-chefs de ces hôpitaux d'instruction des armées, ni même les officiers généraux de zone de défense ne participent à la régulation de ces flux d'approvisionnement qui sont donc entièrement à la main du ministère de la Santé. Alors ces flux sont variables selon les régions, mais ces flux d'approvisionnement progressent et ils progressent désormais vite, ce qui permet d'espérer d'atteindre la cible d'ici la fin du mois de mai, voire même peut-être avant. À titre d'exemple, l'hôpital Sainte-Anne de Toulon a d'ores et déjà atteint sa cible de 1000 vaccinations par jour depuis le 6 mai, suivi de près par l'hôpital Bégin de Saint-Mandé, qui l'a atteinte hier, et par l'hôpital Percy, qui dépasse désormais les 800 doses quotidiennes, ainsi que l'hôpital Lavran de Marseille. Alors cette carte ici affiche le détail par centre, et comme on peut le voir, c'est bien 88 000, ça a été mis à jour aujourd'hui, c'est 92 000. Quels vaccins utilisent ces centres? Alors, nous utilisons les vaccins qui nous sont livrés par les agences régionales de santé. À ce jour, il s'agit majoritairement de vaccins Pfizer, mais aussi AstraZeneca et, dans une moindre mesure, de vaccins Moderna. Alors, la vaccination s'y effectue de manière très simple, sur rendez-vous pris par l'intermédiaire de la plateforme Doctolib pour la première injection, puisque les patients repartent de ce centre une fois la première injection réalisée, avec en poche un rendez-vous pour leur deuxième injection. Le fonctionnement de ces grands centres militaires repose entièrement sur du personnel militaire, et y compris pour le personnel de santé. Près de 70 militaires sont mobilisés tous les jours pour assurer le fonctionnement de chacun de ces centres militaires, et il s'agit de personnel dédié spécifiquement à cette campagne de vaccination. Alors, d'où viennent ces militaires? Ces militaires ne viennent pas tous des hôpitaux d'instruction des armées. La totalité des composantes du service de santé des armées fournit du personnel, et en particulier, bien entendu, la médecine des forces. Comme vous le savez, désormais, dans le cadre de la vaccination Covid, des prérogatives de certains professionnels de santé ont été étendues pour leur permettre de vacciner. À titre d'exemple, en ce qui me concerne, j'ai été vacciné par un dentiste, et de surcroît un dentiste de réserve. La réserve qui contribue largement à notre campagne de vaccination, comme elle contribue d'ailleurs à la totalité de nos missions, que ce soit en métropole, que ce soit en opération extérieure ou à la mer. Mais outre le service de santé des armées, la totalité des armées, directions et services ont été mis à contribution pour l'armement de ces centres, en particulier pour assurer des fonctions d'accueil, de filtrage, d'accompagnement, de protection ou de soutien. Le régiment médical de la Valbonne participe avec nous à cette campagne de vaccination, régiment médical qui appartient à l'armée de terre et qui est un partenaire régulier du service de santé des armées. Mais, comme vous le savez, le service de santé des armées contribue à la résilience de la nation depuis le début de la crise. Certes, l'actualité du moment est la vaccination, mais dès le début de l'année 2020, les hôpitaux d'instruction des armées ont été associés à l'offre publique de soins et ont accueilli à ce titre un nombre important de patients atteints du coronavirus, tant dans leur service d'accueil des urgences qu'en hospitalisation classique ou en réanimation. Ainsi, à ce jour, c'est près de 50 000 patients civils qui ont été accueillis dans les hôpitaux militaires dans le cadre du Covid,
dont un petit peu plus de 15 000 en hospitalisation dite classique et 1 657 exactement à ce jour en service de réanimation. Ces hôpitaux d'instruction des armées ont également fourni une part importante, majoritaire même, du personnel qui a assuré les transferts interrégionaux médicalisés des Français tout au long de la crise, à bord des aéronefs militaires, à bord du porte-hélicoptère Tonnerre, mais aussi lors des transferts de patients par voie ferrée auxquels nous avons participé dans une moindre mesure. Ce sont toujours ces hôpitaux militaires qui arment en grande partie ces éléments militaires de réanimation que les forces armées ont déployés tout au long de la crise. Celui de Mulhouse a été le premier au mois de mars 2020, puis il y a eu ceux de Mayotte à 2 reprises, en juin 2020, puis en février-mars 2021, celui de Guyane l'été dernier, celui de la Guadeloupe au mois de septembre 2020, et à présent, une nouvelle fois, la Guyane, puisque nous y avons envoyé 40 personnels le week-end dernier. On le voit, les hôpitaux militaires ont été le cœur de la participation des armées à la résilience de la nation, et cela se poursuit aujourd'hui avec la vaccination de la population civile. Toutes ces missions de l'opération Résilience sont pour le service de santé des missions comme les autres. Des missions comme les autres dans le sens où nous nous y engageons pleinement. Mais ces missions viennent s'ajouter aux autres missions plus classiques du service de santé des armées, ce qui impose bien évidemment des réaménagements, des réorganisations, car le service de santé continue de soutenir les forces armées, et notamment dans les théâtres d'opération ou à la mer, où nous envoyons en permanence médecins, chirurgiens, infirmiers, etc. Mais il est dans la nature du service de santé des armées de s'adapter, d'être réactif, d'être novateur, quelle que soit la mission reçue. Je vous remercie pour votre attention, et si vous le souhaitez, je veux bien tenter de répondre à quelques questions. Merci beaucoup, monsieur le médecin-chef des services. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne avec la présentation du colonel Verlet et qu'ensuite on prendra l'ensemble des questions ayant trait soit au SSA, soit à la mise en place des centres militaires de vaccination. Mon colonel, à vous. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, je suis le colonel Antoine Verlet et je commande depuis l'été dernier le 12e régiment de cuirassiers, régiment de cavalerie situé à Olivet, à proximité immédiate d'Orléans, et principalement équipé de chars Leclerc et de véhicules blindés légers. Le lundi 12 avril dernier, le premier pôle militaire de vaccination, armé par le régiment, ouvrait à Olivet, justement, dans le cadre de l'opération Résilience, en appui de la stratégie gouvernementale de lutte contre la Covid-19, et ce centre de vaccination, d'une capacité prévue initialement à 1000 injections par jour, est, à mon sens, un exemple représentatif à la fois de l'effort fourni par les armées, mais également, localement, de l'excellente coopération interministérielle dans l'atteinte des objectifs de couverture vaccinale de la population. Ce centre tourne aujourd'hui à plein régime, et ce sont entre 6 000 et 8 000 Loiretains qui reçoivent chaque semaine une injection du vaccin à ARN messager Pfizer. Le vendredi 9 avril, une soixantaine de soldats, curieux de cette nouvelle mission, se présentent au gymnase du Lary, au cœur même de la ville d'Olivet, pour découvrir leur nouveau lieu de travail pour les semaines à venir, ainsi que pour être formés aux différents postes qu'ils devront occuper pour gérer le flot des patients. De leur accueil à leur départ, munis d'un certificat de vaccination. Cette journée à blanc permet également à l'ensemble des acteurs de vérifier la bonne interopérabilité des procédures qui ont été pensées pour atteindre rapidement le rythme des 1000 injections par jour. Et nous sommes passés à 1250 depuis le lundi 10 mai, donc depuis avant-hier. Le but est également de tenir ce rythme plusieurs mois, avec de temps à autre des opérations coup de poing, comme ce soir, le 12 mai, puisque nous vaccinerons 500 personnes supplémentaires entre 17 h et 22 h. Si le pôle est commandé par un capitaine du 12e régiment de cuirassiers, il est surtout le résultat de la coopération des 3 acteurs principaux qui ont chacun un rôle défini, les forces armées, la mairie d'Olivet et la Fédération française de sauvetage et de secourisme. En effet, les cuirassiers du 12 sont responsables de l'accueil de la population,
de la gestion du flux des entrants, ainsi que du contrôle administratif effectué via l'application Doctolib, relais unique des prises de rendez-vous, à la fois en entrée et en sortie de la zone de vaccination. Pour terminer, le régiment gère également les sorties elles-mêmes en éditant les certificats de vaccination et en les transmettant à toutes les personnes vaccinées. Le Centre interarmé des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information d'Orléans, qui a fourni l'ensemble du matériel informatique, en assure le soutien dans la durée, et le groupement de soutien de la base de défense assure le soutien de l'homme, soit principalement l'alimentation et les mises en place du personnel par bus. La mairie d'Olivet, au-delà de la fourniture des locaux, assure, elle, la gestion de l'agenda Doctolib, soit le rythme de l'ouverture des rendez-vous à la population. Et la mairie fournit également un appui en conseil pour notre partie secrétariat. Les connaissances de mes cuirassiers en bureautique étaient relativement disparates au départ du coup, et cet appui en conseil était bienvenu. Enfin, la Fédération française de sauvetage et de secourisme est responsable de la partie vaccination proprement dite, ce qui a rapidement rassuré certains des futurs patients, craignant d'être vaccinés par un pilote de char ou un tireur de précision. Donc, ce n'est pas le cas. Et la Fédération française de sauvetage et de secourisme suit le planning des vaccinateurs, la mise à disposition de matériel médical et gère également la commande et la gestion du stock de vaccins sur le site. L'organisation interne du pôle repose sur l'équation fine entre hiérarchie et capacité de prise d'initiative des subordonnés qui fait partout la force de nos unités. Ainsi, les cuirassiers sont répartis entre groupes fonctionnels dédiés à une tâche précise et commandés par un chef de groupe organique de l'unité d'appartenance, chef de groupe, eux-mêmes aux ordres d'un chef de peloton et de son adjoint, chacun, l'un et l'autre, responsable d'une bordée correspondant à une ligne de vaccination. Cela offre au chef de pôle la rapidité de la transmission et d'exécution des ordres donnés, tout en permettant à chaque soldat d'évoluer dans un cadre connu, puisqu'il est commandé par des cadres qui le commandent actuellement au régiment. La présence importante des soldats sur le site, 60 soldats sur place, dont 45 engagés en permanence, est également un atout majeur, à la fois pour gérer l'important flux de patients, mais aussi de personnes n'étant ni inscrites ni ayant droit, qu'il convient de gérer avec courtoisie mais fermeté. Cela permet également de préserver dans la durée un potentiel humain engagé 6 jours sur 7 pendant 2 mois. Car ce sont bien les mêmes cuirassiers qui assurent l'intégralité de la mission pendant 2 mois, ce qui est une spécificité de notre centre. Cette organisation militaire a très vite démontré sa pertinence, puisque nous avons rapidement atteint l'objectif de 1000 injections par jour, tout en conservant une fluidité constante des passages, qui a pour résultat qu'une personne arrivant au centre pour se faire vacciner est directement admise à l'intérieur et passe en moyenne une demi-heure dans le centre avant d'être autorisée à partir avec son certificat. Néanmoins, si nos soldats sont habitués, et c'est heureux, à recevoir des ordres clairs, un plan n'est finalement valable que si ses concepteurs ont prévu des canons conformes et les procédures pour y remédier. C'est ainsi qu'une panne informatique d'une demi-heure, obligeant 200 personnes à quitter le centre sans pouvoir récupérer leur certificat de vaccination, a pu être prise en compte avec réactivité et efficacité, depuis le compte-rendu du chef de groupe concerné jusqu'à l'application d'une nouvelle procédure d'urgence, après une rapide réflexion collective entre les différents acteurs et la diffusion des ordres du chef de centre. Le tout en étroite coopération avec la mairie d'Olivet, qui s'est ensuite chargée d'envoyer par courrier les certificats imprimés plus tard dans la journée, grâce aux adresses relevées par les soldats. Puisqu'il m'est demandé un premier bilan, et même si la mission est loin d'être terminée, nous pouvons affirmer qu'à l'aune du nombre de vaccinations effectuées, donc exactement 23 039 hier soir, le 11 mai, comme du satisfecit général de l'ensemble des parties prenantes, le contrat est en passe d'être rempli. Engagés sur le territoire national au sein de l'opération Résilience, les cuirassiers du 12 sont enthousiastes. Ils sont enthousiastes car ils ont pleinement conscience de participer à la protection de la population, au même titre que lorsqu'ils sont engagés pour lutter contre la menace terroriste en participant à l'opération Sentinelle. Dans un esprit d'amélioration de la connaissance mutuelle et de coopération au service d'un but commun, ils ont de surcroît su s'intégrer dans un dispositif les mettant en contact des différentes institutions civiles
comme de la population du territoire où ils vivent et travaillent au quotidien. Enfin, cerise sur le gâteau, nous sommes engagés sur notre propre ville de garnison, ce qui est aussi rare qu'enthousiasmant et donne véritablement de la chair au lien armée-nation. Du lundi 12 au samedi 24 avril, soit au 12e jour d'ouverture, nombre symbolique pour notre régiment, plus de 10 000 personnes avaient reçu une dose de vaccin dans un cadre où l'efficacité reconnue des soldats n'a pas empiété, et bien au contraire, sur une attention apportée à chacune et à chacun, et notamment aux patients les plus fragiles. Il est toujours touchant pour le chef militaire que je suis de voir ces guerriers rivaliser d'amabilité, de gentillesse, qui portant un sac à main, qui poussant un fauteuil roulant, toujours avec le sourire. Car quand viendra vraiment l'heure des bilans, plus que les chiffres dont nous rendons compte évidemment quotidiennement, ce seront les sourires, les remerciements et les courriers chaleureux reçus des vaccinés, nos voisins, dont nous nous rappellerons. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, mon colonel. Nous allons maintenant passer aux questions pour le médecin-chef des services Lanthéry ou pour le colonel Verlet. Oui, bonjour. Donc, Geoffroy Lang de l'agence de presse médicale. J'aurais voulu savoir si le colonel Lanthéry saurait nous donner le nombre de patients qui ont été pris en charge par le SSA depuis le lancement de l'opération Résilience, que ce soit donc dans les HIA ou les EMR. Oui, alors ils ont été affichés pendant que je parlais à l'écran. Donc dans les HIA, c'est de l'ordre de 50 000, hein, tout compris, donc service d'accueil des urgences, hospitalisation classique ou réanimation. Au niveau des éléments militaires de réanimation, de mémoire, c'est entre 160 et 170, mais encore une fois, ça apparaissait sur une des slides. En termes d'évacuation médicale transrégionale, c'est pareil, de l'ordre de 160-170. Voilà, j'ai ces chiffres exacts. Pardon ? 167 pour les transports interrégionaux et 163 de mémoire pour les éléments militaires de réanimation. C'est ça, on connaît ? Voilà, 167 pour les EMR et 167 pour les transports interrégionaux. Et à peu près 50 000 tout compris accueillis dans les HIA, un petit peu plus de 15 000 hospitalisés en hospitalisation classique et 1600 et quelques hospitalisés en réanimation. Est-ce que je réponds à votre question? C'est parfait, je vous remercie. Oui, Daphné Benoît de l'agence France Presse. J'avais une question pour le médecin-chef. Dans la complémentarité qui vient d'être demandée, je voulais savoir si on pouvait avoir un point sur le nombre de patients actuellement en réanimation dans les HIA et est-ce que ce nombre décroît sensiblement actuellement et également est-ce que ce nombre, au vu de son importance ou pas, a occasionné des différements d'opérations dans vos HIA. Merci. Alors aujourd'hui, il nous reste 45 patients hospitalisés en réanimation pour raison Covid. Ce nombre décroît de la même façon qu'il décroît au niveau national, puisque vous le savez, nous sommes passés de 6 000 il y a 15 jours au niveau national à 4 785 ce matin. La deuxième question, je vous prie de m'excuser, mais je ne l'ai pas parfaitement entendue. Alors, la déprogrammation est un levier que nous avons utilisé depuis le début, de la même façon que les centres hospitaliers civils. Il s'agissait de libérer des lits. La déprogrammation, les hôpitaux d'instruction des armées l'ont utilisé bien évidemment, et actuellement, nous sommes en train de reprendre progressivement une activité normale. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Je vous remercie, médecin-chef. Juste peut-être une question complémentaire. On nous a annoncé la semaine dernière que tous les militaires en départ pour les OPEX allaient être progressivement vaccinés. Quel est le dispositif mis en place par le SSA pour accomplir cette tâche? Comment ça va se dérouler concrètement pour vous?
Alors, les militaires sont vaccinés par le service de santé des armées, qui est opérateur de vaccination pour le ministère des Armées, et ce, Covid ou pas Covid d'ailleurs, hein, puisque ça a toujours été le cas. Dans le cadre du Covid, il y a eu deux lignes d'opération, si j'ose dire. La première, c'est le suivi strict de la stratégie gouvernementale, donc vaccination des personnes vulnérables, des personnels de santé, etc. Et puis, dans le même temps, plus exactement depuis le mois de janvier, compte tenu de certains impératifs opérationnels, une instruction ministérielle a dressé la liste d'un certain nombre de déploiements opérationnels qui pouvaient justifier la vaccination, essentiellement basés sur la difficulté d'accès au diagnostic et aux soins. Donc, deux axes différents. Comment est mise en œuvre cette vaccination? Elle est mise en œuvre par les antennes médicales de la médecine des forces. À ce jour, ce sont 45 antennes médicales qui sont mobilisées pour la vaccination des militaires, qu'il s'agisse de la vaccination dans le cadre de la stratégie nationale ou qu'il s'agisse de la vaccination pour des motifs opérationnels. Très bien. Cela conclut donc notre focus thématique du jour. Merci infiniment, monsieur le médecin-chef des services. Merci beaucoup, mon colonel, pour vos interventions et vos propos extrêmement clairs. Je cède maintenant la parole au colonel Barbry pour faire un point de situation sur les opérations. Bien, bonjour monsieur le porte-parole. Bonjour à toutes et à tous. Synthèse des opérations cette semaine, assez dense comme toujours, avec 5 points. Un point sur Barkhane, Chamal, Clémenceau 21, Jeanne d'Arc 21 et enfin un point de situation sur résilience. Alors tout d'abord pour débuter avec l'opération Barkhane, le 10 mai 21, donc les forces armées maliennes qui étaient engagées sur des missions de reconnaissance dans la région de Hombori, comme vous allez le voir affiché à l'écran, avec un sous-groupement tactique désert de Bison. En fin de journée, ont été pris à partie sur leur base opérationnelle avancée temporaire, donc directement dans la localité, à proximité de la localité de Hombori. Et durant la nuit, après avoir localisé la provenance des tirs, appuyés par un tigre, ces mêmes militaires ont conduit une manœuvre d'encerclement qui a permis aux FAMA d'interpeller l'ensemble des individus du groupe armé terroriste. Alors, aucune neutralisation n'a été nécessaire. Deuxième point concernant Takuba. Takuba, je vous le rappelle, participe à la montée en gamme et la montée en puissance des forces partenaires, des forces armées maliennes, qui ne cessent de faire ses preuves sur le terrain. 2 exemples encore cette semaine. Premier exemple, le 6 mai, l'ULRI numéro 2, qui était alors en mission avec le Task Group franco-tchèque, a découvert un campement de groupes armés terroristes qui était abandonné dans un village au nord de Ménaka. 3 motos, 3 armes légères d'infanterie, 3 équipements de télécommunications ont été saisis. Alors, deuxième exemple, c'est le 8 mai. 2 jours plus tard, l'ULRI numéro 4, celle-ci en infiltration avec le Task Group franco-estonien dans la région de Ansongo, a été prise à partie. Les militaires maliens et européens ont immédiatement riposté et neutralisé le groupe armé terroriste. Alors, un autre point maintenant qui est tout à fait raccord avec ce que nous venons d'entendre, et notamment le service de santé des armées. Il s'agit du relève du module de chirurgie de sauvetage de Takuba. Alors, un module de chirurgie de sauvetage MCS français a été déployé sur la base opérationnelle avancée de Ménaka en relève de la Special Operations Surgical Team, armée jusqu'au 30 avril 2021 par les Suédois. Ce sont donc des équipes médicales qui étant plurinationales, elles n'ont pas la même formation, mais elles répondent toutes à la doctrine de soins du damage control, qui consiste à prodiguer les soins les plus performants pour assurer la survie du militaire avant son évacuation stratégique. Alors ce MCS, qui est maintenant pleinement opérationnel depuis la semaine dernière, il est capable d'opérer jusqu'à 3 patients, donc dans un état critique, et d'effectuer de la réanimation et des gestes chirurgicaux de sauvetage afin de limiter les séquelles, stabiliser donc le blessé et tout blessé avant son évacuation vers l'antenne chirurgicale de la plateforme opérationnelle désert de Gao, qui constitue donc, comme vous le savez, le rôle 2. Partenariat militaire opérationnel maintenant, puisque cette semaine,
Un sous-groupement tactique désert Bison s'est rendu dans le camp des forces armées maliennes de Bambara Maoundé, dans le Gourma malien, pour évaluer la robustesse de leur dispositif de système de défense, à savoir la protection des emprises, le plan de défense, ainsi que l'autonomie du soutien sur place, que ce soit donc en alimentation eau potable, énergie. Alors, dans le cadre de ce partenariat de combat, les militaires donc, de Barkhane se rendent régulièrement en faisant le tour, la tournée des différentes garnisons des forces armées maliennes pour faire un état des lieux et proposer des pistes simples d'amélioration. Ces pistes simples, quelles sont-elles? Il s'agit par exemple de la réalisation de forages pour être autonome en eau, du renforcement des murs d'enceinte en mettant des bastion walls, de la création et réfection de postes de combat, de la réalisation de fossés anti-pick-up, et tout ce qu'on peut imaginer en termes de protection passive. Alors, ces mesures de protection passive, justement, elles doivent être entretenues dans la durée, mais surtout complétées par des mesures actives, comme des patrouilles de surveillance ou des opérations de contrôle de zone à proximité des différents sites. Alors, cela est possible par la réalisation d'entraînements communs entre justement la force Barkhane et notre force partenaire, les forces armées maliennes. Depuis plus d'un an, en termes de bilan, la force Barkhane a ainsi œuvré pour permettre ce partenariat militaire opérationnel sur 17 camps FAMA dans le Liptako et le Gourma. Enfin, pour clore la partie Barkhane, le bilan des opérations aériennes, cette semaine, 130 sorties, parmi lesquelles 22 sorties chasse, 40 sorties ISR et 68 sorties de ravitaillement et de transport. Je bascule maintenant sur l'opération Chamal, avec un volet à la fois original et inhabituel, puisque le 6 mai, dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, 2 Rafales marines et un E2C Hawkeye du groupe aérien embarqué ont été catapultés depuis la mer Rouge pour se rendre sur le théâtre irako-syrien. Alors, il s'agit là d'une véritable première pour le GAN, et qui illustre ainsi la liberté d'action du groupe aéronaval et sa capacité à agir depuis toutes les mers du globe. En termes de bilan et de sorties aériennes pour Chamal cette semaine, les aéronefs français, donc qu'ils soient basés au Levant ou aux Émirats arabes unis, ainsi que ceux du groupe aéronaval, donc, ont poursuivi leur action contre Daesh et réalisé 24 sorties aériennes. Je passe maintenant à la mission et à l'opération Clemenceau 21. Pour vous signifier que le groupe aéronaval donc, a quitté la mer Rouge et a passé le canal de Suez le 8 mai pour gagner la Méditerranée orientale, ouvrant ainsi la 3e phase de cette mission Clemenceau 21. La task force donc 473 évolue désormais en Méditerranée orientale, d'où elle continue d'opérer, toujours au profit de l'opération Chamal. Alors, divers points d'actualité cette semaine pour Clemenceau 21. D'une part, les capacités, donc un ravitaillement à la mer, puisque doté de capacités de stockage pour le carburant, le porte-avions Charles de Gaulle s'est entraîné donc mercredi 5 mai à une manœuvre spécifique, donc ravitailler lui-même à la mer un de ses bâtiments d'escorte. Les manœuvriers du porte-avions ont effectué donc ce qu'on appelle un ram sec, c'est-à-dire un ravitaillement à la mer sec, c'est-à-dire sans délivrance effective de carburant. Alors cette manœuvre particulièrement technique, elle permet, le cas échéant, de contribuer à renforcer l'autonomie du GAN. Deuxième point sur la Task Force 50, puisque vendredi 7 mai, le commandement de la Task Force 50 a pris fin pour le GAN français. Cette Task Force 50 avait été prise par le GAN le 31 mars dernier. Et donc la France avait assuré pendant une durée inégalée de 5 semaines consécutives cette mission, illustrant le très haut niveau de confiance et d'interopérabilité atteint entre les marines françaises et américaines. Enfin, toujours dans le cadre de la mission Clemenceau 21 et dans la continuité de leur première interaction en mars dernier, le GAN et la frégate égyptienne El Fateh se sont retrouvés en mer Rouge du 6 au 8 mai. Et dans le même temps, 4 Rafales marines et un E2C Hawkeye ont participé à l'exercice égyptien Ramsès, donc en s'exerçant au combat aérien avec des aéronefs de l'Egyptian Air Force. Cette séquence s'est conclue par la traversée du canal de Suez par le GAN, escorté de cette même frégate égyptienne El Fateh. Je bascule maintenant à la mission Jeanne d'Arc 21, puisque depuis le 11 mai et jusqu'au 16 mai prochain,
Le groupe école Jeanne d'Arc, donc composé du Tonnerre et du Surcouf, participe au Japon à l'exercice multinational Arc 21 que j'avais pu exposer avec vous ainsi qu'avec le contre-amiral Ray la semaine dernière. Alors cet exercice, il inclut un volet maritime et un volet aéroterrestre. Il rassemble 4 nations, je vous le rappelle, la France, le Japon, l'Australie et les États-Unis. Alors après une première phase amphibie, les 2 sections du 2e régiment étranger d'infanterie, donc qui composent le groupement tactique embarqué, s'entraîneront à terre aux côtés des forces terrestres japonaises et américaines. Alors simultanément, dans les mers, 9 bâtiments des 4 nations réaliseront des exercices navals dans différents domaines de lutte, que ce soit la lutte anti-aérienne, la lutte anti-sous-marine et la lutte anti-surface. L'exercice Arc 21, je le rappelle toujours, a pour objectif de renforcer la capacité des 4 nations à œuvrer ensemble au profit d'une zone Indo-Pacifique libre et ouverte. Enfin, pour terminer, opération Résilience. Donc, dans le cadre de cette opération, les armées, et vous l'avez vu, restent résolument engagées dans le cadre de la stratégie vaccinale gouvernementale. Au 11 mai, plus de 134 340 Français ont donc reçu une dose de vaccin au sein des HIA ou des PMV, comme ils ont été indiqués tout à l'heure par monsieur le porte-parole. En complément, et de ce qui a été annoncé, depuis donc, le lundi 10 mai, 35 militaires, médecins, infirmiers, aides-soignants du service de santé des armées, mais également du régiment médical de l'armée de terre, arment un module militaire de réanimation, donc un MMR, au sein du centre hospitalier de Cayenne. Ce MMR est en mesure d'accueillir jusqu'à 5 patients en état de réanimation. Et donc, depuis sa mise en œuvre opérationnelle, il accueille effectivement 5 patients en état de réanimation. Voilà ce qui clôt donc la synthèse des opérations pour cette semaine et je suis tout disposé à répondre à vos questions. Je vais vous poser la question à l'oral. Bonjour, journaliste pour le Shanghai Shimbun, quotidien japonais. Je souhaiterais demander quelles sont les étapes du porte-avions Clemenceau dans la zone Indo-Pacifique. Également, à quelle date aura lieu la réunion entre les ministres des armées français et japonais? Alors, je vais vous demander de répéter juste la première partie, le premier volet de la question, s'il vous plaît. Je souhaiterais demander quelles sont les étapes du porte-avions Clemenceau dans la zone Indo-Pacifique. Du porte-avions, parce que là, actuellement, le porte-avions, il est bien en Méditerranée. Il doit vouloir dire du porte-hélicoptère. Oui, donc je pense effectivement, donc on doit évoquer la mission Jeanne d'Arc. Bon, je reviendrai vers vous précisément en vous redonnant la carte précise ainsi que le fil de navigation de cette mission Jeanne d'Arc 21 et les différentes interactions qui perdureront dans la zone. Ça, c'est le premier volet de la question. En ce qui concerne le deuxième volet de la question sur l'agenda. Oui, alors il y a une réelle volonté, monsieur, si vous nous entendez, de faire cette rencontre entre les 2 ministres de la Défense français et japonais. Malgré le contexte sanitaire, les modalités sont en train d'être arrêtées. Le calendrier est en cours de finalisation, mais une volonté très forte des 2 parties de pouvoir tenir ce dialogue stratégique. Oui, colonel, Daphné Benoît, l'appareil. Bonjour, madame. J'ai une question sur Takuba. J'aurais voulu savoir si vous pouviez nous faire un petit point sur les effectifs actuels, en nous donnant les chiffres par nationalité. Dites-moi si je me trompe. Moi, j'en suis restée aux Estoniens, Français, Tchèques et Suédois. Est-ce que les Italiens sont prochainement attendus? Et de combien d'hélicoptères dispose actuellement la force Takuba? Merci. Alors, en ce qui concerne les effectifs de la force Takuba, on reste exactement sur le volume que j'avais pu annoncer lors d'un dernier point presse, c'est-à-dire que nous sommes aux alentours de 600. 600 pour l'ensemble de la force Takuba, tout compris, que ce soit donc nos partenaires donc estoniens, tchèques, suédois, également le module français, ainsi que les différents représentants des différentes nationalités qui arment le poste de commandement. En ce qui concerne les hélicoptères, donc on a une composition que ne souhaitent pas mentionner nos camarades suédois. Et donc, il faudrait se retourner vers nos camarades suédois pour avoir la composition des hélicoptères qui composent Takuba. C'est également une réponse que j'avais pu donner précédemment et qui est une restriction en termes de communication de nos camarades. D'accord. Et auriez-vous l'amabilité de me donner le décompte par nationalité des effectifs, s'il vous plaît, si vous l'avez sous la main?
Non, je l'ai pas là précisément, en sachant que les plafonds ministériels autorisés par les différentes nations sont conformes toujours à ce qui avait été annoncé. Mais je pourrais revenir avec vous avec des chiffres très précis, en sachant qu'on est de l'ordre donc d'une cinquantaine pour les Tchèques et les Estoniens, un peu plus d'une centaine pour nos camarades suédois. Et pour répondre très précisément à votre question, effectivement, nos camarades et partenaires italiens ont annoncé leur arrivée. Pour le moment, je leur laisse la prévalence en termes de communication, puisqu'ils souhaitent pouvoir communiquer eux-mêmes d'emblée sur le nombre de personnels qu'ils mettront à disposition de la task force. Donc, pour finir, même si les chiffres que vous venez de donner sont approximatifs, mais les Français, donc, sont environ 400. Oui, aux alentours de 300 plus. Oui, bonjour, colonel, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je crois reconnaître Monsieur Salin. C'est ça, c'est moi-même. Juste une petite question. La Russie a annoncé avoir escorté 3 appareils français au-dessus de la mer Noire. Je voulais juste vous poser la question de savoir quelle était leur mission et si vous confirmez cette information. Oui, on confirme le fait qu'il y a eu effectivement accompagnement donc des aéronefs français qui volaient de façon tout à fait conforme et réglementaire dans un espace international, et ils effectuaient des missions afin qu'on puisse conserver notre appréciation autonome de situation. Voilà, et pas d'autres commentaires à ce stade. L'interception, c'était hier ou aujourd'hui? Parce qu'il y a une petite incertitude, ou est-ce qu'il y en a eu 2? Alors, à ma connaissance, c'était hier. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'une interaction ce jour. D'accord, ok. C'est 2 Mirage 2000 et d'un ravitailleur, c'est ça? Oui, je reviendrai vers vous pour les précisions, mais de mémoire, c'est ce qu'il y avait effectivement en termes de formation. Et je confirme, donc j'affirme ce que je viens de dire à l'instant. Il y a bien eu également une interaction ce jour. D'accord. Donc hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui, okay. Tout à fait. D'accord. Ok. Même configuration donc. Même configuration. Merci quand même. Je vous en prie. Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment, mon colonel. Merci à tous. Belle fin de semaine et nous nous donnons rendez-vous jeudi après-midi de la semaine prochaine. Merci beaucoup.